Bonjour les Nakama, ici Réal Roronoa. Alors avant de commencer la review, je tiens à m'excuser les amis pour l'absence sur la dernière review. Je suis tombé malade et je pensais que c'était bénin au départ et malheureusement j'ai dû être hospitalisé derrière. Je ne suis sorti que mardi mais voilà, encore tout va mieux, tant mieux. Vous m'avez manqué les amis. Donc, du coup les amis, j'ai pas voulu sortir la review du scan 916 mercredi, j'ai trouvé que ça ne servait à rien donc j'ai décidé de relier les deux. Donc aujourd'hui les amis, je vais vous faire la review du scan 916 et 917 en même temps et puis moi, je vous dis à tout de suite. Bon les amis, cette review analyse, nous allons la partager en deux parties. Nous allons faire d'abord Sauvons Tama et ensuite les compléments. Donc commençons par Sauvons Tama. Dans le scan 916, nous avons assisté à un combat de sumo entre Luffy et le Yokozuna, qui, ivre de colère envers Kiku qui lui avait coupé son chignon, en plus de repousser ses avances bien sûr, s'était mis à attaquer la belle. Luffy était intervenu pour la sauver et a contré aisément le sumo enragé. Le combat fut rapide et dévoila que le Yokozuna utilisait des techniques illégales. Mais qu'à cela ne tienne, Luffy a fini par le one-shooter avec un Gigant Tsukuru en voyant valser au loin le monstrueux sumo. Cet envolée causera de sévères dégâts à la ville et notamment à la maison de Oldham qui arrivera sur un toit tenant dans la gueule de son lion la pauvre Tama qui avait subi divers supplices à base de tenaille. Oldham va prendre Luffy pour un des sbires du voleur Shutenmaru et va leur ordonner de se rendre tandis que Zoro lui sera reconnu comme un Ronin. Dans le scan 917, on commence sur un plan large du village Okobure où la population est très affamée et où les enfants sont les premières victimes de cette faim, quitte à aller boire de l'eau polluée par les usines pour se remplir l'estomac. Et apparemment, seul Tsuru est à même de pouvoir, grâce à son thé, de soigner cette intoxication. Ensuite, nous assistons au chargement des vivres sur un bateau, et on s'aperçoit que c'est les hommes de Okobure qui le font en contrepartie d'un salaire de misère, ne permettant à peine à leur famille de survivre qu'une semaine. Et cela rien que pour acheter de l'eau. C'est Speed qui est en charge du ravitaillement. Cette dernière a mangé le smile du cheval et entend au loin la cloche annonçant un incendie en ville. En se retournant, elle s'aperçoit que c'est la maison de Oldham qui s'embrase et se demande ce qui s'est passé dans le village, vu que normalement il ne devait y avoir qu'un tournoi de sumo en ville. Retour sur la place, où Oldham, tenant toujours son otage dans la gueule de son lion, va menacer Luffy qu'au moindre de ses gestes, il dépêcherait Tama. Sûr de son avantage tactique, Oldham va questionner Luffy sur deux points. D'abord s'il connaît le réel pouvoir de Tama, et ensuite si oui ou non il est un sbire de Shutenmaru, chef des voleurs à Tamayama. Sentant l'envie empressante de Luffy d'en découdre, Kiku va intervenir, informant Luffy que le réel maître de ces lieux n'est rien d'autre que Jack la sécheresse, le bras droit de Kaido, qui avait dévasté Zou, et va annoncer qu'il a été rapatrié il y a quelques jours, ayant survécu à l'attaque de Zuminesha. Alors que Oldham fait l'erreur encore une fois de plus d'énerver un peu plus Luffy, en blessant devant lui Tama, c'est à ce moment précis que Speed fait son apparition sur la place, suivi du navire de provisions. Elle va questionner du coup Oldham sur le pourquoi de tout ce bazar en ville. Luffy, apercevant toute cette nourriture, arrive à bout, et ordonne à Zoro de s'occuper du bateau, pendant que lui sauvera Tama. Pendant ce temps-là, à l'entrée du village, on retrouve Hawkins qui essaye en vain de contacter Oldham et se retrouve nez à nez avec l'eau portant un masque en osier sur la tête lui cachant le visage. Sans but éclair, se débarrasser de Hawkins avant que son identité ne lui soit révélée. Retour sur la place où on retrouve Oldham qui ordonne l'exécution d'un des trois compères. Et ça tombe sur Kiku. Profitant de l'occasion, Luffy et Zoro vont mettre en pratique leur plan de voler et s'enfuir. Luffy en une fraction de seconde va libérer Tama de la mâchoire du lion à la surprise générale car ni Oldham ni le lion n'a vu ce qu'il s'était passé. Pendant ce temps, Zoro lui va anéantir tous les convoyeurs du navire en une seconde et va demander à Komachi, qui a secouru Kiku, de venir le tracter, afin de pouvoir s'enfuir direction Okobore. Mais c'est là que la colère de Luffy va atteindre son paroxysme. Apercevant les blessures de Tama, il va la questionner sur comment cela est arrivé. Du coup, il va oublier les conséquences de ses actes et va one-shooter Oldham, qui s'en est pris à son ami, malgré les jets de flammes du lion et l'attaque du sabre Karakuri que prévoyait Oldham. Eh bien les amis, quel scan, c'est très prometteur tout ça. Hâte de voir le prochain, là ça va taper dur. Bon, alors là, nous allons passer au complément. Alors pour commencer les compléments, nous allons d'abord revenir sur le cas de Luffy du sumo. Alors on apprend ici que Luffy s'est entraîné au sumo sur le navire. Alors en effet, Oda nous l'avait déjà dévoilé, durant les voyages, enfin entre les différentes aventures de Luffy et son équipage, ces derniers passent leur temps à s'amuser et à discuter entre eux. Il l'avait révélé dans un des SBS. On peut un petit peu retrouver ces passages festifs dans divers OAV, mais aussi dans certains jeux comme la
la série des Spirit Warriors, si vous connaissez. Alors là, on apprend que Luffy affronte souvent Usopp. Alors Usopp, c'est le compagnon des délires de Luffy. On l'a déjà vu à maintes reprises, notamment pour les périodes de combat. On l'avait vu pendant l'arc de Foxy avec Afro Luffy, si vous vous souvenez, où Usopp était le coach sportif de Luffy. Donc là, on apprend qu'il fait beaucoup de sumo avec Luffy. Bon, alors là, les amis, restons logiques. Si on prend en niveau de force physique entre Usopp et Luffy, c'est comme si vous mettez sur un ring un enfant de 4 ans et Mike Tyson. Donc comment se dire que Luffy pourrait être entraîné en s'entraînant avec le pauvre petit Usopp? Eh bien tout simplement, Usopp possède des dials et grâce aux dials, il peut faire du combat de sumo. Et c'est d'ailleurs grâce à cela, quand on voit le combat, que Luffy a pu muscler ses doigts de pied. Parce que le but d'un combat de sumo, c'est de faire sortir son adversaire du cercle. Et là on voit que lors du premier échange de coups entre Luffy et le Yokozuna, c'est à leur force de leurs orteils que les deux adversaires vont réussir à se maintenir dans le ring. Donc pour que Usopp entraîne Luffy à un tel résultat, il devait forcément posséder la force des dials, parce que c'est pas Usopp en poussant Luffy qui va le faire vaciller. Restons logique. En même temps, le coup du sumo, bah voilà, ce n'était pas rien. On l'avait vu déjà dans les scans d'avant, il avait envoyé moult adversaires voler au loin, rien qu'avec un seul coup. Donc on sait qu'il faut une sacrée force physique pour pouvoir résister. Alors après, le Yokozuna, je vous l'avais dit depuis le Dipper, lui il était voué à se faire one-shooter. Il était trop présenté comme un guerrier puissant, mais connaissant Oda, c'était juste un troll pour nous dire, regardez, Luffy il arrive, il va tout casser. Et on va voir par la suite, il va faire pareil avec Oldham. Donc voilà. Ensuite, on voit aussi que le sumo, il avait des techniques déloyales, alors que Luffy, lui, respectait les règles. C'est un petit peu le délire entre Usopp et Luffy. Il s'amuse, mais il pratique les règles à 100%. C'est pour ça qu'il était un petit peu contrarié par rapport à ça. Mais bon, voilà, Luffy avec son hack de l'observation esquivait facilement les coups, donc ce n'était pas vraiment problématique. Et surtout, quand on a affronté Katakuri auparavant, c'est pas un pauvre sumo qui va vous faire peur. Maintenant, arrivons-en à notre fameuse Kiku. Alors elle, notre samouraï, depuis le départ, elle nous cache bien son jeu. En effet, on se rend compte que quand Tama a été embarquée, elle s'est jetée directement à sa poursuite. Par contre, depuis le temps qu'elle est arrivée au village, elle essaye de cacher au maximum ses capacités. D'ailleurs, notez bien que elle a été enlevée 2 fois par les sbires de Kaido quand même. Ce n'est pas possible. Si c'est une samouraï, normalement, elle devrait les shooter. Donc on apprend ici que justement c'est Jack qui maîtrise la zone. Donc on pourrait se dire, ah attention, elle veut pas montrer sa présence et elle veut surtout éviter l'arrivée de Jack. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle cacherait ses capacités. Et moi je pense que c'est différent, que cette dernière cache plus ses capacités pour préparer la future rébellion en cours qu'a lancé le clan Kuzuki. Un petit fait marrant aussi, c'est qu'on voit que 2 fois Zoro lui dit non je ne te sauverai pas. Alors ne prenez pas Zoro pour un misogyne les amis, on l'a déjà vu, il s'est fait remonter les bretelles plusieurs fois, à la fois par Kuina et aussi par Tashigi, dans le sens où attention, je suis une femme alors tu vas pas combattre sérieusement. Donc Zoro prend toujours les femmes au sérieux lors d'un combat. Il n'y a pas de sexe pour lui, si son adversaire est fort, ça lui convient. Que tu sois un homme, une femme ou même un poisson, c'est pareil pour lui, il s'en fiche. Mais le fait surtout qu'ils lui disent qu'il ne viendra pas à son secours, c'est qu'il a su jauger sa réelle capacité de bretteur. Donc c'est ça qui m'amène à dire que Kiku est bien plus forte que ce qu'elle nous a laissé entrevoir. Alors attention, je ne dis pas que c'est une warrior ultime, qu'elle peut défaire aisément les calamités de Kaido. Non. Elle est quand même au-dessus du niveau des pauvres sbires de Kaido que l'on a vu jusqu'ici. Donc le fait qu'elle se soit fait attraper et tout, c'est quand même assez suspicieux. Mais en côtoyant Luffy et Zoro, je pense que cette dernière va de plus en plus nous montrer ses capacités au fil de l'arc. Donc hâte de la voir en action et hâte de voir surtout si elle a un pouvoir attaché aux flammes comme je vous l'ai annoncé à la review d'avant. Maintenant nous allons nous intéresser au cas de Hawkins et de l'eau. Parce qu'on le sait, ici l'eau lui n'a qu'un seul but, c'est éviter que Luffy et Zoro ne fassent trop de grabuge pour mettre à mal le plan de Kinemon. Donc lui, il veut garder son anonymat. Or là, on a vu aussi que Hawkins, qui était en train seulement de revenir au village, va tomber sur lui. Donc là, on va avoir un affrontement de supernovas. Le seul problème, c'est que les supernovas se connaissent les uns les autres. Et là, on voit bien qu'il est embêté parce qu'il se dit, bon, j'ai mon masque en osier, il ne peut pas me reconnaître, donc je dois l'éliminer avant qu'il ne voie mon visage. Parce que tous les supernovas ont un but, devenir les futurs Yonkou et voire même devenir le seigneur des pirates. Alors quand on sait que l'eau a été aussi pendant un certain temps Shichibukai, on peut se dire que Hawkins a déjà entendu parler de ses pouvoirs. Donc le problème de l'eau ici, c'est qu'il va devoir combattre mais sans montrer ses réelles
telle capacité, sinon elle sera reconnue. Un autre fait aussi capital, c'est sa longue épée qui est quand même assez vite reconnaissable, vous allez me dire. Donc il pourrait se faire griller à cause de cela. Mais bon, là, on le voit à la fin du scan, il y a quoi? Il y a le navire de provisions tracté par Komainu qui fonce direction l'entrée du village. Donc on peut se dire que finalement, vous verrez, au prochain scan, il n'y aura pas de réel combat entre Law et Hawkins. Puisque qu'est-ce qui va se passer? C'est tout simplement, Zoro va attraper Law au passage et va le mettre dans le bateau. Donc s'il y a un combat entre les supernovas, ça se fera dans le village même de Okobore. Maintenant les amis, nous allons passer au cas des voleurs, les voleurs dont le chef est Shutenma. Donc là, on voit que il y a un groupe de voleurs qui subit dans les environs. Au départ, on pensait que ce n'était qu'un seul voleur, mais apparemment, c'est toute une organisation. Je vous avais fait étalage de qui pouvait être voleur il y a quelques reviews, et j'en avais tiré la conclusion que cela pouvait être Tsuru. Eh bien les amis, je reste persuadé que Tsuru est la voleuse de cette région. Alors ce n'est pas Shutenmaru, mais elle est l'un de ses sbires, et c'est elle qui est chargée de faire les différents sévices. On le voit encore ici, en début de scan 917, quand les villageois arrivent, on voit que Tsuru a un regard quand même assez sombre. Alors on peut se dire, elle est inquiète par rapport aux événements de la ville, puisque le villageois dit aussi qu'est-ce qui se passe en ville, on entend divers bruits, mais c'est peut-être que cette dernière sent que c'est le moment d'agir. Alors, les fameux voleurs à Tamayama, ça pourrait être aussi une référence de Oda à un conte célèbre de l'époque Edo, qui se référencie au groupe des bandits de Suzuka. Même un film a été fait dessus. Alors, qui étaient ces fameux bandits de Suzuka? Il y avait une route très connue qui serpentait à travers le Japon, coupant rizières et douces collines, forêts profondes et pics abrupts. Elle reliait la grande ville d'Edo à la charmante Kyoto. Et tous les jours, une foule de gens l'empruntaient, gagnant relais après relais. L'une de ces étapes se dressait près du col escarpé de Suzuka. C'était une halte redoutée de tous, où dans les montagnes, la région n'était faite que de roches arides et d'arbres fantomatiques. Mais surtout, chacun savait qu'elle abritait un repère de bandits. Ces voleurs de grands chemins étaient tous anciens samouraïs ayant perdu leur maître, sans autre connaissance que la voix de l'épée. Leur vie amère en avait fait d'eux des êtres durs et cruels. Tels des meutes enragées, ils terrorisaient les alentours, puis en villages et fermes, mais leur terrain de chasse favori, c'était ce fameux col. Armés de vieilles épées, de bâtons et d'armes de fortune, les bandits dépouillaient les marchands sans défense. Sous la menace, les pauvres hommes leur remettaient le soie précieuse et riz nacré, mais délicat et argent étincelant, simplement heureux que les bandits regagnent leur tanière en leur laissant la vie sauve. Sans peur, impitoyables, ces samouraïs déchus avaient battu chacune des milices envoyées pour les chasser. En effet, durant la période Edo, la paix durable et les bannissements ont fait de nombreux samouraïs des Ronin. Certains se reconvertirent sans faire de vagues, mais bien d'autres devinrent des criminels et des voleurs de grands chemins fort redoutés. Donc là, ici, on retrouve un petit peu nos fameux voleurs. Alors qu'est-ce que nous apprend ce conte, les amis? C'est deux choses, c'est savoir où serait située leur base, et la deuxième, c'est que ce sont des voleurs impitoyables, mais qui ne tuent pas les gens. On le voit ici, quand Oldham fait état de Shutenmaru, on voit Kiku qui reconnaît ce nom, comme quoi c'était peut-être des voleurs qui existent depuis un certain temps. En tant que samouraï, forcément, elle qui est censée protéger la population, ce doit être des ennemis naturels. Mais contre Kaido, ces ennemis pourraient devenir de farouches alliés. Donc peut-être qu'à un moment donné, nous verrons que Luffy rejoindra ce fameux groupe des voleurs, et sûrement, parce que je vous ai annoncé auparavant, par Tsuru, qui est sûrement l'un des sbires. On sait qu'il se terre dans les montagnes, à côté d'une forêt à peu près mystique. Et là, qu'est-ce que l'on avait vu dans les scans? C'est que beaucoup de collines et de montagnes se trouvaient dans les environs. Donc il est fort probable que ces derniers se terrent en hauteur. Donc hâte de voir ces futurs voleurs, mais je pense que eux, ces derniers, sont plus du côté des habitants que du côté de Kaido, tout simplement. Alors ce ne sont pas les Robins des Bois japonais, hein. N'allez pas croire qu'ils valent pour redonner aux habitants, ce n'est pas réellement le cas, mais peut-être que Oda nous a fait un petit mix entre justement le fameux Robin des Bois et les voleurs Suzuka, et c'est pour ça que c'est devenu les voleurs à Tamayama. Maintenant les amis, intéressons-nous à Speed. Alors là, Speed, je m'étais bien planté, j'avais un petit peu essayé de deviner quel pouvait être son pouvoir, j'étais tombé sur le guépard. Bon, bah là c'est simplement un cheval. Bon, en même temps, la course, le cheval, la vitesse, tout ce que je vous ai dit sur son pouvoir reste dans la même catégorie, c'est toujours un pouvoir lié sur la vitesse. Alors, elle annonce ici que sa vision est de 350 degrés. Alors les amis, ça c'est du grand n'importe quoi. Nous allons dire à moins qu'elle ait une tête cachée derrière sa tête, enfin plutôt cachée dans sa chevelure, ce n'est pas possible.
Et je vais vous avouer, je ne pense pas que ce soit réellement le cas. En effet, on la voit lors de l'incendie, elle tourne la tête pour voir ce qu'il se passe. Donc si elle avait réellement une vision à 350 degrés, elle n'aurait même pas besoin de retourner la tête. Donc ça, c'est un gros bobard de sa part. Là, ce qui va être intéressant avec ce personnage, c'est le fameux plan de Luffy et de Zoro, c'est-à-dire le vol et enfuis-toi. Parce que qui dit fuite, dit vitesse, et forcément, avec un pouvoir qui est basé sur la vitesse, vous voyez, ça risque de donner. Bon, en même temps, quand on voit l'attaque de Zoro sur le convoi, elle ne remarque rien du tout. Donc, je vous l'avais déjà dit, là, si vous voulez stopper Zoro et Luffy, ce n'est pas avec des simples sbires que vous allez pouvoir faire quelque chose. Les seuls qui ont réellement une chance de stopper Luffy, ce sont les calamités, et on va l'admettre, peut-être aussi les fameuses supernovas qui travaillent sous le biais de Kaido. On va mettre Hawkins, on va mettre Jazz Drake, et on va mettre Scratchman Apple. À part eux, personne n'est de poids. Rappelez-vous, un des sbires assez influents de l'équipage de Jack s'était fait quand même bien amoucher, si vous vous rappelez, Chip Sama sur Zou. Sanji l'avait démonté en 2-4-2-7. Alors Brook, le foussard, n'avait pas cherché à l'affronter directement, parce qu'il n'y avait pas d'enjeu direct. Mais vous l'avez vu, Sanji en a fait du fricassé en 2 temps 3 mouvements. Donc les possesseurs de Smite de Kaido ne sont pas du niveau de Luffy et des autres. Ils seront là juste pour combler justement les samouraïs, ça sera eux qui affronteront ces derniers. Parce que les samouraïs, hormis les exceptionnels, genre Kinemon, le ninja, etc., les autres samouraïs qui vont se rallier à la rébellion de Momonosuke, eux, ce seront eux qui s'affronteront les Smile. Voilà comment je vois les choses. Un autre possesseur que l'on voit ici, c'est Oldham, avec son fameux lion. Alors on apprend le nom de son lion, et c'est un petit truc assez marrant, c'est le nom de son lion qui s'appelle Kamijiro. Alors Kami, ça veut dire mordre. Mais Jiro, ça n'a pas été choisi au hasard. En effet, Jiro est un nom assez commun au Japon, et il est souvent utilisé pour renommer le deuxième fils d'une famille. C'est pour ça qu'on emploie ce nom. Et là, on voit que, justement, Oldham et son lion sont bien 2 entités différentes qui ne passent leur temps qu'à se battre, à se chamailler, donc on voit qu'ils ont chacun leur propre identité. C'est pour cela que, ironiquement, il l'aurait appelé Kamijiro en disant le deuxième fils qui meurt. Alors on voit que son lion est capable de cracher des flammes, il en envoie sur Luffy, mais malheureusement, vu que Luffy a one-shooté Oldham, on n'a pas pu voir totalement ses capacités. Alors Oldham, lui, on a vu qu'il utilisait le sabre Karakuri. Alors Karakuri, ça peut être traduit de différentes façons. Ça peut être traduit comme un mécanisme, comme une marionnette. Donc on peut essayer d'envisager quel pourrait être ce type de sabre. Déjà, on voit qu'il prépare son attaque alors que Luffy est au loin. Avec un sabre, si on veut attaquer de loin, il y a 2 possibilités. C'est soit le sabre a une très longue portée, ou soit, dans les mangas bien sûr, on est capable d'envoyer une certaine onde pour attaquer de loin. Soit envoyer du feu, soit trancher, etc. Là, je pense que son sabre, lui, c'est la première spécificité, c'est-à-dire que c'est un sabre qui pourrait détacher ses éléments. En fait, un sabre qui aurait une chaîne à l'intérieur et qui pourrait s'étendre à l'instar d'un fouet, que l'on a déjà vu plusieurs fois. Donc, est-ce qu'on reverra ce sabre par la suite? Il est fort probable que quand Jack va débarquer pour voir un petit peu ce qui s'est passé, vous voyez, Oldham sera remis sur pied et pourra peut-être voir son sabre. Mais à mon avis, le sabre Karakuri en lui-même n'est pas très intéressant. De toute façon, vous allez le voir pendant tout l'arc Wano, c'est un petit peu aussi le but de Zoro, c'est de venir rencontrer les samouraïs et leurs différents sabres. Maintenant les amis, arrivons-en aux conditions de vie de Okobore. Donc là ici, on avait déjà remarqué auparavant que le village était très pauvre et que la famine y prédominait. Mais là vraiment, dans ce scan, le scan 917, on voit vraiment que les premiers touchés, ce sont les enfants. Et que la faim prenait le dessus sur la raison et que ces derniers allaient justement boire de l'eau empoisonnée par la fameuse usine que l'on voit en tout petit plan en fin de page. Quand le villageois vient demander justement à Tsuru de lui préparer le thé, on voit que cette dernière a un visage grave. Donc est-ce que, comme je vous l'ai dit, elle fait partie du clan des voleurs et qu'elle est en train de se demander ce qu'il se passe dans la ville à côté, ou est-ce que justement cette dernière en a assez de cette usine et qu'elle prévoit d'aller faire un coup d'état dessus pour justement sauver le village? Cela les amis reste une bonne question. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que la prochaine destination de Luffy après s'être débarrassé de ses poursuivants sera cette fameuse usine. Parce que ce qui est sympa, c'est qu'on voit que là, Zoro ramène une cargaison de provisions assez abondante, assez pour nourrir tout le village. Mais cette solution, elle
elle ne sera là que pour un temps. Il faut se débarrasser de cette usine impérativement. Maintenant, revenons-en à la plantation. Alors je vous avais dit, vous verrez, les paysans, bah voilà, ils ont une belle vie, c'est dans la bonne société, il n'y a pas de souci. Vous allez voir, ils ne sont pas esclaves des hommes de Kaido. Et là, quand on regarde, eh bien effectivement, on voit que leurs chaumières sont bien bâties, que la vie semble paisible dans les alentours, et même ceux qui sont chargés d'amener les aliments sur le bateau, ce sont les villageois. Donc qui pourraient être ces paysans? Bah tout simplement, ces fameux paysans sont des propres hommes de Kaido. Donc c'est normal qu'ils ne soient pas esclaves de ces derniers, vous allez me dire. Mais vous voyez bien, il y a une certaine notoriété à être paysan. Maintenant, revenons sur notre fameux Jack, le réel chef de la zone. Alors là les amis, c'est une information qui est quand même très importante. En effet, rappelez-vous, Jack quand il était arrivé à Zou, on avait vu que au niveau des négociations, ce n'était pas son fort. Le type ne lâche rien, il n'a qu'un but en tête, c'est tout détruire. On l'avait vu quand il avait essayé de communiquer avec le chef chien des Minks. Jack adore la destruction, et justement, s'il apprend que la ville Bakura a été attaquée, il pourrait venir y faire un carnage. On voit ici que les habitants de cette ville sont pris en otage et qu'ils ne peuvent rien faire. Donc si Jack débarque, ce seront les premiers à en subir les conséquences. En même temps, quand on regarde un petit peu la ville, ce ne sont pas des saints. On l'avait vu un petit peu avec l'enlèvement de Kiku il y a 3 scans. Ils étaient prêts à la condamner à mort sans sourciller. Bon, ce n'est pas l'ensemble des villageois non plus. C'est qu'une partie des villageois. Mais quand même, vous voyez, ce n'est pas rien. Et je ne pense pas que Kiku, en tant que samouraï, voudra les abandonner. La deuxième information sur Jack, c'est qu'il a survécu. Alors lui, on l'avait vu se faire démonter par Zuminesha, et on avait vu, si vous vous rappelez, un pont le voyant au fond de l'eau, en demandant si quelqu'un allait venir le chercher. Donc là, Kiku nous dit, on l'a vu il y a pas si longtemps, et on l'a vu il y a quelques jours, il était venu dans ce village. Donc on a appris qu'il a été récupéré par les hommes de Kaido. Alors comment a-t-il survécu? C'est un possesseur de fruits du démon, il était plongé sous l'eau, normalement, il aurait dû s'étouffer et mourir. Alors la seule conclusion logique à cela, les amis, c'est que Jack, à la base, était un homme poisson. En effet, on l'avait vu avec le cas de Vanderdecken, qui lui aussi avait un fruit du démon, était un homme poisson. Le fait de s'enlever de sa bulle ne l'aurait pas empêché de survivre. Cela lui aurait simplement empêché de nager et aussi de pouvoir utiliser ses fruits du démon. Donc la seule conclusion logique, c'est que Jack en était un aussi. Là, on va partir vraiment dans le burlesque, à moins que Jack soit capable de retenir sa respiration pendant des journées entières, mais voilà, quand on l'avait retrouvé vraiment échoué au fond de l'océan, ce n'était pas possible. Alors là, avec la fin de ce scan, justement, on est sûr et certain que Jack va débarquer en ville. En effet, là, jusqu'à maintenant, Kiku avait réussi à modérer les actions de Luffy en lui disant « te fais pas trop remarquer, là, ils nous prennent pour les voleurs, ça va passer, tu ne l'enrages pas plus que ça, on se barre, et c'est bon. » Mais quand Luffy a vu ce que Oldham avait osé faire à Tama, là, il a vu rouge direct. On ne s'en prend pas à un de ses amis, qui que ce soit, et quel que soit le danger qui plane sur lui. Luffy l'avait déjà fait voir à Charbonnier avec les dragons célestes. Alors, ce n'est pas un simple sbire de Kaido qui allait y échapper. Donc, on comprend nettement la logique de Luffy dans ce coup. Mais le gros souci, c'est que maintenant, il a one-shooté Oldham. Donc, il y avait quand même une porte de sortie à tout cela à Luffy. C'est-à-dire que Zoro étant pris comme un Ronin, et maintenant Luffy qui l'a rejoint, tous deux étant pris pour des sbires de Shutenmaru, on aurait pu dire que la présence des Mugiwara sur Wano aurait pu encore passer inaperçue pendant un certain temps, et cela aurait pu avantager les Mugiwara. Alors je ne dis pas que c'est totalement mort. Luffy a juste fracassé Oldham. Bon, je pense que Speed va y passer aussi, surtout avec Zoro dans les environs. Ces deux-là ne font pas dans la demi-mesure. Donc Jack, en débarquant, s'il apprend que c'était des hommes de Shutenmaru, pourrait justement lancer une attaque sur le QG des voleurs. Donc ce que je vous ai dit auparavant, c'est-à-dire essayer d'aller débusquer dans la montagne. Or ces derniers, on l'apprend dans la légende, c'était quand même des farouches guerriers qui avaient résisté à toutes les milices qui lui avaient été envoyées. Ce ne sont pas de faibles combattants. Donc ça pourrait jouer en la faveur des Mugiwara. Mais il y a un gros souci à cette histoire, c'est le fameux Hawkins qui lui les a reconnus. Mais comme je vous l'ai dit il y a quelques reviews, ce dernier est assez ambigu sur le sujet. En effet, dès qu'il a vu arriver les Mugiwara, il a demandé expressément de ne pas révéler qui ils étaient. Par la suite, on l'a vu, il a toujours prévenu que les adversaires étaient trop forts pour les sbires de Kaido, mais il n'a jamais révélé qui étaient ses adversaires.
adversaire. Donc on en reste toujours dans la même logique que je vous annonçais, que Hawkins a un plan pour justement renverser Kaido et qui pourrait faire une alliance par la suite avec les Mugiwara. Donc je pense que lui va taire l'information que ce sont les Mugiwara et va laisser penser à Jack que justement ce sont bien les voleurs Atamayama qui ont fait le coup. Hâte de voir si tout ça va se révéler par la suite. Maintenant les amis, passons au fameux pouvoir de Tama. Alors on voit ici que Hold'em est fortement intéressé par son pouvoir. Son pouvoir, comme je vous l'avais déjà dit, ne nous avait pas tout révélé. On savait qu'elle pouvait faire des dangos à base de milliers, mais bon, à part cela, qu'elle ne pouvait pas se nourrir avec, etc. Bon, en même temps, c'était normal. Son réel pouvoir, ça serait donc du coup de pouvoir amadouer l'âme des gens grâce à ces fameux dangos, et notamment des bêtes sauvages. Et c'est ça que je vous avais annoncé au scan d'avant, le fameux Hold'em recherché pour peut-être dompter la bête qui est en lui, c'est-à-dire le lion, mais aussi servir les intérêts de Kaido avec les différents smiles, etc. Donc ça aussi, il ne faut pas oublier que Hold'em va révéler cette information à Jack, et peut-être que Jack va vouloir lui aussi de son côté récupérer la jeune fille, donc va se mettre à la poursuite de l'enfant. Donc comme on connaît Jack, je pense que le village Bakura va sauter, mais que le village Okobure risque d'y passer aussi. Il ne fait pas dans la demi-mesure, je vous l'ai déjà dit. Tout cela justement pour récupérer des informations sur le fameux groupe des bandits. Bon voilà les Nakama, cette revue analyse est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse avec les bails habituels, pouce bleu, abonnement, partage, et puis moi je vous dis sayonara.